Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Pendant une heure, on va passer donc l'actualité de la semaine en revue. Tout cela avec 2 invités politiques et 4 experts. Alors on va parler de plein de choses, de 14-18, de Trump, de travailleurs locaux, de vélo et de procès. Et donc je vous présente nos 4 experts. Tout d'abord Gabriel Lefebvre, journaliste engagé. Bonjour. Bonjour. Yvan Vandenberg, blogueur bruxellois. Bonjour. Bonjour. Salma Awash, chroniqueuse distinguée. Bonjour. Bonjour. Et Yves Kengen, journaliste punk. Bonjour. Bonjour. Alors, pas contents les agents communaux cette semaine, les travailleurs des CPS, les travailleurs des hôpitaux Iris. Jeudi, ils étaient en grève et ils veulent être aussi bien payés que les agents wallons. Ils estiment qu'ils sont payés à peu près 10 à 15% de moins. Reportage, Fanny Rocher et Yannick Van Gansbeek. Trop de travail pour un salaire de misère. Ces hommes et ces femmes ne savent plus joindre les deux bouts. Alors, ils se serrent les coudes et le crient haut et fort. Ils veulent une augmentation de 10% de tous les barèmes. Stop symbolique devant le siège de l'OpenVLD. Le ministre du budget, M. Van Engel, est celui qui détient les cordons de la bourse. Et donc c'est notamment à lui que nous allons aller réclamer une revalorisation barémique pour les agents des pouvoirs locaux. Pour les travailleurs, ces récriminations sont presque une question de survie. De l'argent, il en faut plus, mais cela ne suffit pas. Le bien-être au travail doit aussi être une priorité. Le nombre de gens qui n'en peuvent plus. On a eu quand même des cas de suicide aussi cet été, que ce soit à la bibliothèque d'Ixelles, que ce soit à la mission locale d'Etterbeek. Parmi les 8 revendications déposées au gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, la réduction collective du temps de travail avec maintien du salaire ou encore l'engagement statutaire grâce à des examens systématiques. Il faut savoir que les examens sont quasi inexistants, voire vraiment très rares aussi dans certaines administrations. Et il y a par exemple 4 communes sur Bruxelles qui n'ont statutarisé personne dans l'année 2018. Au niveau des CPS, c'est encore plus catastrophique. Vous avez que 27 personnes qui ont été statutarisées sur toute l'année pour les 19 CPS. Et je pense à un moment que quand les gens rentrent dans le secteur public, c'est quand même pour y faire carrière et surtout pour y être nommé à un moment. De l'avis des participants, cette manifestation, c'est comme un coup de semonce. Alors ils tapent sur le clou et réclament une harmonisation des salaires dans les différentes fonctions pour les 19 communes. Alors on a appris un nouveau mot, statutarisé, mais aussi on a appris qu'il y avait des agents communaux, des travailleurs de CPS et d'hôpitaux qui étaient très mal payés, Gabriel Lefebvre. Oui, et puis en plus, il y a un paradoxe absolument extraordinaire, c'est qu'on nous demande de travailler plus tard, mais d'être payé moins. Ça ne va pas, évidemment, parce qu'on sait bien que les besoins des gens augmentent avec l'âge également. Or, la pension, elle est menacée également. Et ça, ils l'ont dit et ils l'ont clamé haut et fort. Moi, je reviens toujours avec ce thème. Il faut protéger les services publics en priorité parce que c'est les services à nous, pour notre service. Ensuite, il faut que ces gens soient protégés dans leurs compétences et leurs qualités, parce qu'ils ont des compétences, parce qu'ils ont des qualités. Et ensuite, on doit pouvoir jouer non seulement sur le thème des salaires, mais là, c'est une interrogation que l'on peut faire à l'ensemble du personnel politique de la région bruxelloise. On doit jouer sur les autres coûts de la vie. Le coût du logement est particulièrement élevé à Bruxelles, contrairement à ce qui peut se passer en Wallonie et en Flandre. Si on paye moins des gens qui doivent en plus se loger en payant très très cher, c'est aussi un paradoxe qui devient insoutenable. Donc il faut travailler là-dessus aussi. Mais là, c'est une politique un peu plus large à demander au pouvoir public. Yvan Vandenberg. Moi, je suis assez d'accord avec Gabriel. Les fonctionnaires dans les communes sont des gens très importants pour les citoyens. Et je pense qu'effectivement, ils doivent être payés de la même manière que les Wallons et que les Flamands. Mais je dirais même plus, ceux qui acceptent de venir habiter à Bruxelles, ce qui n'est pas le cas de tous, devraient recevoir une prime supplémentaire de vie chère parce que la vie est plus chère à Bruxelles. Ça les amènerait aussi à venir s'établir à Bruxelles, ce qui me semble fort important pour nos fonctionnaires. Salma Awash. Il y a un paradoxe en fait, parce qu'il est vrai que les services publics sont des garants de notre démocratie et quelque part, je comprends qu'on puisse parler de statut, que ce soit très important d'avoir cette statutatie. On n'essaye pas. On n'essaye pas.
On a compris. Voilà. Néanmoins, on constate que dans le privé, les choses n'existent plus comme ça. C'est-à-dire quand j'entends cette dame dire qu'on rentre pour faire carrière, en fait, ça ne fonctionne plus vraiment comme ça dans plein d'autres secteurs, sauf qu'au moins les salaires suivent en termes de compétitivité et qu'il y a des outils pour cette flexibilisation du travail qui est demandée de plus en plus, parce qu'on ne peut plus vraiment se le permettre. Mais ce qui me rend perplexe, c'est que j'ai quand même lu dans une enquête que les salaires du privé avaient augmenté, du public, avaient augmenté plus vite que ceux du privé. Donc j'ai vraiment du mal en termes macroéconomiques à comprendre pourquoi. Mais ici, on ne parle que des agents locaux, donc communaux, des CPS. Donc ça ne concerne pas tous les fonctionnaires régionaux, par exemple, ou les fonctionnaires fédéraux. Donc c'est encore différent. Yves Kenyel. Oui, tout ce qui a été dit est fort pertinent. Je crois que c'est un problème qui dépasse largement le cadre de la région de Bruxelles. Il y a des coupes sombres produites par les gouvernements libéraux, et en disant ça, je ne vise pas des partis en particulier, des coupes sombres qui sont opérées dans tout ce qui est non marchand, qui font qu'il n'y a plus d'argent pour l'hôpital public, qu'il n'y a plus d'argent pour l'enseignement, qu'il n'y a plus d'argent pour les petits services. Et ça, c'est vraiment désastreux, parce que voir la façon dont les infirmières triment dans les hôpitaux et ce qu'elles sont payées, c'est tout à fait insupportable. Donc il y a là vraiment un problème structurel qu'il faut résoudre si on veut que notre société survive carrément. Mais on va voir ce qu'en pensent finalement ceux qui sont les employeurs de ces travailleurs locaux. Et on a invité 2 bourgmestres nouvellement réélus. Les voici. Alors nous avons Olivier Deleuze, bourgmestre écolo de Watermal-Boisfort, et Joël Riguel, bourgmestre CDH de Berchem-Saint-Agathe. Bonjour à tous les deux. Bonjour. D'abord, je vous demanderais, vous, comment, en étant patron finalement de ces travailleurs locaux, comment est-ce que vous voyez cette grève? Finalement, ils ont été voir Rudy Vervoort, mais ils ne sont pas venus voir les bourgmestres des communes. Olivier Deleuze, est-ce qu'ils sont venus vous voir? Non, ils ne sont pas venus me voir, mais évidemment, les bourgmestres des communes ne sont pas compétents pour déterminer les salaires. Ceci dit, les gens qui travaillent dans les communes sont très importants pour nous, parce que c'est les visages au guichet, mais aussi les jardiniers, ils sont en contact avec la population tout le temps, ou les personnes qui font les passages, qui peignent les passages cloutés. Donc, c'est des personnes importantes pour les communes. Et donc, il faut faire attention à la manière dont on les traite, parce que si on les traite mal, d'abord, c'est pas sympa en soi, et puis c'est les visages de la commune. Et Joël Riguel, est-ce que vous êtes capable, budgétairement, par exemple, à Berchem-Saint-Agathe, de les augmenter de 10% comme ils le demandent? Ça, c'est vraiment pas évident, et c'est pour ça que le rôle de la région est important. Par exemple, un niveau E, quand vous commencez niveau E, vous commencez à 1 400 € net par mois. 10 ans après, vous avez à peine quelques centaines d'euros en plus, et c'est vraiment pas une condition de travail très facile. Les niveaux D, c'est pas beaucoup mieux. Dans le bas de l'échelle, en quelque sorte, des barèmes. Et donc, la région nous aide déjà. Il y a un certain nombre d'aides qui sont accordées pour des augmentations barémiques. Mais pour ces niveaux-là, en tout cas, je trouve qu'un effort supplémentaire serait vraiment utile. Et donc, c'est de l'argent qui devrait venir de la région pour aider les différents budgets communaux, c'est ça? Moi, je pense qu'au niveau de la région, il pourrait dégager un budget pour aider les communes, parce que les communes doivent déjà faire face à de nombreux défis d'ordre démographique, par exemple, qui nous demandent beaucoup d'investissements et de dépenses en termes d'infrastructures, de fonctionnement des infrastructures, vu l'augmentation de la population. Mais les gens qui servent les citoyens sont des gens importants, comme le dit très bien Olivier, et il faut soutenir, en tout cas, me semble-t-il, ceux qui sont sur l'échelon le plus bas au départ de leur carrière. Alors, on a entendu une des syndicalistes, Olivier Deleuze, parler de 4 communes qui n'avaient pas statutarisé pendant l'année, et une de ces 4 communes, c'est justement Watermal-Boisfort. Alors, est-ce qu'il y a un mea culpa à faire? Non, je sais bien. Donc, à Boisfort, il y a 43% de personnes statutaires. Et la moyenne de la région, c'est 39%. Donc, on est en... Vous êtes dans la moyenne, même un peu mieux. Oui, on est dans la... Évidemment, on peut toujours faire mieux, mais on sait bien combien il y a de statutaires chez nous. Et le problème, c'est que l'argent des zones de police, c'est de plus en plus cher. Et aussi au CPS, c'est de plus en plus cher, parce qu'il y a de plus en plus de pauvres. Et donc, il faut faire attention, parce que s'il y a trop de statutaires, les communes vont être coincées. Et les frais de personnel, c'est à peu près la moitié du budget communal. Donc à Boisfort, c'est 25 millions les frais de personnel sur un budget de 50 millions, donc il faut faire attention. Est-ce qu'ils ont raison de manifester après les élections communales?
Oh, vous savez, moi je pense qu'ils ont raison parce que. Sympa. Ouais. Pour vous, c'est sympa. Vous savez, je dirais, mais c'est pas à moi de juger. Ça fait preuve de maturité, ça, hein, parce que manifester avant, c'est facile de promettre. Hein, donc, c'est pas les promesses dont ces gens. Oui, mais comme vous dites, comme Joël Riguel le disait, c'est quand même la région qui va devoir quand même à un moment donné banquer pour les communes. Donc c'est un dossier régional. Les élections régionales, voilà, c'est bien. Ça, c'est bien. Alors je vous propose de passer à un autre sujet à présent qui aussi a retenu l'attention de beaucoup de monde depuis plusieurs semaines. C'est ce fameux procès présenté comme le procès des hébergeuses. Et finalement, le parquet a estimé qu'il fallait les acquitter, ces deux hébergeuses, mais pas les autres, puisque le reste, ça reste un procès de passeurs. Mais ce qui a aussi frappé, notamment dans le cadre de ce procès, c'est les éternels reports au palais de justice de Bruxelles. Reportage Sabine Ringelheim et Nicolas Kenhartz. Reporté une fois de plus, car le procès des hébergeurs de migrants avait déjà été fixé au 7 septembre dernier et remis. Ce matin, c'est visiblement un défaut d'information concernant l'un des prévenus qui est en cause. C'est une des choses qui se passe assez couramment ici. Il y a un manque d'articulation entre d'une part l'Office d'étrangers et d'autre part la justice. Personne ne savait qu'il était à voter, mais on doit aller le chercher, on doit le ramener et tout ça bloque le procès. Et c'est loin d'être une exception. Les reports d'audience ne sont pas rares. Désorganisation, manque de communication, problèmes de fonctionnement. Les raisons sont multiples. Ce sont toute une série d'événements qui se produisent sur lesquels on n'a pas prise. Vous avez l'intervention du ministère public qui, éventuellement, n'a pas les citations pour les gens qui ont à comparaître. Vous avez le corps de sécurité qui, en raison d'état d'humeur, ne nous amène pas les détenus. Vous avez aussi l'organisation des avocats qui, par définition, n'ont pas qu'une affaire à traiter sur la matinée. Il faut que les avocats soient prêts à chaque audience. Honnêtement, je fais le barreau depuis déjà quelques années. Auparavant, on appelait ça le jeu de chaises musicales et on venait un peu quand on avait envie. Maintenant, je trouve que ça se fait mieux, à la fois au niveau des avocats, mais aussi au niveau des magistrats et des juges. Le nombre d'affaires remises est en baisse, assure le président du tribunal de première instance. Il n'empêche, chaque report vient gonfler l'arriéré judiciaire et surtout engendre une attente souvent difficilement supportable pour les justiciables. Cette fois, heureusement, la suspension aura été de courte durée. Alors finalement, ce procès s'est plutôt bien terminé, en tout cas pour les hébergeuses. Restent les passeurs, et là on connaîtra le jugement dans quelques mois. Yves Kenyette. Oui, je crois qu'on a vraiment voulu faire le procès du gouvernement à travers ce procès, justement, alors qu'on aurait peut-être dû faire confiance à l'indépendance de la justice. Et en l'occurrence, je trouve qu'elle a été bafouée par défaut à l'avance. Quoi, le fait de manifester Oui, le fait de dire que c'était le procès des hébergeuses, sans vouloir voir que derrière, il y avait vraiment des réseaux de passeurs, des personnes qui avaient profité pécuniairement de la misère des réfugiés. Et ça, c'est insupportable, évidemment. Et donc, je crois que l'indépendance de la justice et le verdict qui sera vraisemblablement rendu, et en tout cas l'acquittement des deux vraies hébergeuses, montre que effectivement, la justice a été indépendante dans ce cas. C'est aussi votre avis, Joël Riguel ? C'est ce qui permet en tout cas de faire la différence entre un acte humanitaire, qui est celui d'héberger, et celui de passeur, où on rentre dans une véritable criminalité qui, me dit-on, est particulièrement rentable. Donc il est vraiment important à la fois que l'appareil judiciaire et l'appareil policier s'attaquent à ce mal de notre temps de manière évidente, mais sans écarter la possibilité pour un citoyen de s'engager, s'il le souhaite, sur le plan humanitaire. Et vous aussi, Olivier Deleuche. Il y a un mois, dans un quartier calme de Boisfort, ils le sont tous, la police fédérale est venue faire une perquisition chez une brave dame qui hébergeait des réfugiés. Et j'ai trouvé ça odieux, en fait. Comme si le problème de l'immigration ou le problème de l'asile, etc., en Belgique, c'était les gens qui sont compassionnels, en fait, qui sont sympas. Et j'ai trouvé ça, odieux. J'ai pas aimé du tout ça. Heureusement, la dame a été relâchée assez vite. Mais parfois, il est difficile de faire la différence entre un passeur et un hébergeur, parce qu'un passeur, il a tout intérêt à se faire passer pour un hébergeur. Oui, mais alors, ils auraient pu demander à la police locale de qui il s'agissait. Tout le monde connaît cette dame parce que c'est un village et on aurait pu lui dire, mais enfin, c'est la madame qui c'est bon. Salma Awash. C'est en effet assez facile de savoir, mais je crois qu'il y a une charge émotionnelle qui est très lourde quand on a essayé d'aider. C'est comme si on était accusé d'un délit de solidarité. Je trouve que ça a été un peu particulier, et c'est pour ça aussi que tout a été gonflé. C'est qu'on se retrouve avec des gens qui
pensent pouvoir aider sans se rendre compte qu'ils franchissent une ligne jaune, pas la ligne rouge, mais la ligne jaune, et donc de faire un espèce de mélange et presque taxé de criminalité quelque part. On a l'impression qu'elle relevait du pénal. Et c'est ça qui est un peu dangereux aujourd'hui, c'est de mettre autant d'attention là-dessus, alors que est-ce que c'est vraiment notre seul problème principal aujourd'hui? En tout cas, ça relevait de la correctionnelle, parce que c'est en correctionnelle qu'ils sont passés. Gabriel Lefebvre. Oui, mais je trouve que c'est absolument marquant de voir à quel point on criminalise toutes les solidarités, y compris dans les actions de type plus social ou syndical, etc. La première tendance de la police, en tout cas du parquet fédéral, etc., est de criminaliser au lieu de faire l'enquête à fond. Alors on envoie vers les tribunaux des personnes qui ne devraient jamais s'y trouver. Jamais s'y trouver. Et donc, après, on se plaindra de l'encombrement judiciaire et tout ça. Mais il y a un problème grave au niveau policier, téléguidé dans ce cas-ci par le parquet fédéral, dans le cadre de cette criminalisation. Et dans le même temps, on ne parle pas des solutions possibles. Or, il y a des solutions. On peut très bien travailler et éclaircir mieux cette relation entre la société et les pouvoirs publics pour l'accueil des mineurs d'âge qui sont migrants, pour parrainer des familles, etc. Et tout. Il y a des possibilités. Dans le cadre de la protection de la jeunesse, Rachid Madran a d'ailleurs décidé d'étendre le système des familles d'accueil. On peut accueillir les fameux MENA, ces mineurs non accompagnés, qui sont des migrants. C'est ça qu'il faut faire, et pas immédiatement envoyer devant le tribunal. Mais il faut quand même poursuivre les passeurs. Il faut poursuivre les passeurs, évidemment, mais ne pas encombrer les services policiers par ces poursuites vers des personnes dont on sait très bien qu'elles n'ont rien à voir avec les passeurs. Joël Riguel. Mais comme le citoyen est toujours très fragile vis-à-vis des grosses institutions comme la justice, la police, l'administration en général, ce qui est tout à fait compréhensible. Ce qui me semble important, c'est aussi ce que moi j'appelle les corps intermédiaires. Les mouvements sociaux, les associations, les ASBL qui se forment, qui ont des gens de bonne volonté et des gens compétents en leur sein. Il est important, me semble-t-il, que ces corps-là jouent un peu, informent le citoyen, aident le citoyen à comprendre ce qu'on peut faire et dans quel chemin il faire, s'engage et jusqu'où il peut s'engager sans être taxé effectivement de criminel à un certain moment. Donc le citoyen seul a quand même beaucoup de mal à comprendre quelles sont ses limites dans cette histoire-là. Yvan Vandenberg. Moi, je veux dire que je suis quand même très admiratif vis-à-vis des citoyens bruxellois qui prennent chez elles à la maison des gens qu'elles ne connaissent pas, qu'elles amènent chez elles dans leur intérieur, dans leur intimité. Moi, je suis admiratif. Et je dirais, il y a quand même là, me semble-t-il, une tentative d'intimidation. Les gens, ça, ont un peu peur. Je suis heureux qu'il y ait encore des gens au parc Maximilien qui les prennent. Donc à Bruxelles, quand même, la population est plus rapide que la justice. Mais de là l'intérêt d'avoir des règles claires et des règles bien compréhensibles. Oui. Et je pense que ce qu'on est en train de vivre dans notre petit microcosme bruxellois, belge, ben ça crée un lien avec d'autres choses qu'on voit dans le monde, aux États-Unis. Oui. C'est aussi des gens, la middle class américaine n'est pas nécessairement contre l'immigration, puisqu'ils sont eux-mêmes des produits de l'immigration, mais je lis un peu partout que pas mal d'observateurs disent que cette middle class demande d'avoir des règles, et qu'elles soient claires, clairement définies à la fois pour ceux qui reçoivent, pour ceux qui arrivent, et des choses pareilles. Donc, voilà. Vous trouvez que les règles chez nous ne sont pas assez claires? C'est pas évident, je trouve, pour le citoyen lambda, se rendre compte s'il peut recevoir quelqu'un, s'il peut aider, quelles sont les limites légales, etc. Enfin, qui est-ce qui connaît ça ici entre nous? Même nous, voilà. La situation est nouvelle, hein. Olivier Deleuze. Il y a toute une série de règles, tout ça a été dit. Dans des mais elles sont différentes du droit, et c'est marqué constitutionnel. Non, c'est par rapport au droit. Par rapport au droit, la Ligue des droits de l'homme, c'est quand même... Oui, non, mais par rapport à donc, on parlait de ces associations de façon corps intermédiaire. Mais Olivier Deleuze, dans votre cas, vous parliez de cette dame de Boisfort. Est-ce que des gens viennent demander conseil au bourgmestre en la matière? Là oui. Ils sont venus nous voir et dire voilà, dans telle maison, la maison est vide et le propriétaire nous a permis d'héberger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut trouver de la nourriture? Est-ce que vous ne pouvez pas prévenir la police? Alors de manière informelle, je ne préviens pas la police de l'endroit où ça se trouve pour que personne ne s'inquiète, et puis on intervient pour donner un petit subside communal pour qu'ils puissent aller à la piscine, etc. etc. Donc il y a une espèce de solidarité dans la zone grise de, je dirais, pour employer un bel terme, de la compassion, quoi.
Eh bien, on va passer maintenant aux têtes d'affiche. Je ne sais pas si ça va être de la compassion, mais je vais vous proposer à chacun une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous de choisir celui qui vous inspire, en bien ou en mal. On commence par vous, Olivier Deleuze. Je vous présente d'abord Asia Bibi, la pakistanaise libérée après avoir été condamnée pour blasphème. Steven Van Ackere, le CDNV grâce à qui on va faire des économies à la Banque nationale. Banksy, exposé chez Strocar jusqu'à la fin de l'année, ou le chocolatier Jean Galère qui a vendu sa marque aux Qataris. Alors qui choisissez-vous ? Asia, Steven, Banksy ou Jean? Eh bien, je choisis la première. Asia Bibi. Absolument. Et je suis toujours complètement étonné comme citoyen européen et donc dans un environnement où il y a une large indépendance entre la religion, entre l'Église et l'État, etc., qu'on puisse être, poursuivi pour blasphème, quoi. Qu'on puisse être poursuivi pour blasphème. Moi, je trouve ça complètement fou et je pense que c'est notre devoir de démocrate de faire ce qu'on peut pour aider ces gens. Et que la liberté d'expression, c'est aussi la liberté de blasphémer, quoi, si on a envie. Voilà. Joël Riguel, vous auriez choisi Asia... Merde, Riguel. Voilà. Nom de Dieu. Voilà. Joël Riguel, vous auriez choisi aussi Asia Bibi dans le choix de Probablement en tant que politique, je pense qu'on attendrait ce choix de nous et c'est tout à fait normal. Moi, j'ai aussi un petit œil sur le chocolatier parce que je suis un gros amateur de chocolat et je trouve un peu dommage que tous nos chocolats belges s'en vont comme ça. Il en reste encore. Il en reste 2. Un EO, c'est... Léonidas, je pense, en partie chypriote d'ailleurs. Alors, Joël Riguel, qui choisissez-vous? D'abord, je vous propose Delphine Boel, qui oblige Papa 2 à passer un test ADN, le NVA Johan van den Dries, qui arrête la politique en mai, David Martin, le chef de la paix, couronné meilleur chef du pays par Goemio, ou encore El Chapo, alias Joaquin Guzman, truand notoire en procès depuis lundi. Alors, qui choisissez-vous? Delphine, Johan, David ou El Chapo? J'ai beaucoup de mépris pour les trafiquants de drogue, mais je vais prendre Delphine, moi, parce que je la trouve sympa. Donc, vous savez que j'ai pratiqué sur Belge Tétois pendant une vingtaine d'années. C'est un très beau sujet de sketch pour une revue politico-sociale. Et c'est quand même un peu bizarre, je trouve, de la part d'un père, pour autant qu'il le soit, de ne pas reconnaître sa fille. Parce que voilà, s'il a eu un moment d'égarement ou un moment d'amour avec une partenaire, je trouve que c'est tout à fait positif. Et bon, si un enfant en est né, je pense que c'est de sa responsabilité, si c'est le cas, encore une fois, de la reconnaître comme telle et de l'entourer de son affection. Voilà. Vous aussi, Olivier Deleuze, vous auriez choisi Delphine Boel? Ah oui, j'aurais choisi Delphine Boel. Ceci dit, attention, on n'a pas encore les résultats du test. Non, c'est pas moi. Mais on n'a pas encore les résultats du test, j'ai dit. Alors, vous allez moins rire maintenant. Des questions de transparence avec nos partenaires Transparentia qui sont toujours très durs pour les responsables politiques. Mais pourtant, Boisfort est un bon élève. Toutes des avancées en matière de transparence ont été remarquées par Transparentia, mais ont-elles été inscrites dans l'accord de majorité de Boisfort? Est-ce que c'est pérenne, cette transparence? C'est pas nécessaire d'inscrire ça dans l'accord de majorité. Il n'y a personne qui ne contestera jamais. Vous savez, une fois que les choses sont transparentes, comment voulez-vous les détransparentiser? C'est impossible. Hein. Tout d'un coup, on ne va plus publier les comptes rendus du conseil communal ou on ne va plus publier les mandats. Une fois que c'est transparent, c'est magnifique parce que c'est irréversible. C'est pas nécessaire de mettre ça dans un texte. En tout cas, vous pourriez gagner le concours du néologisme, hein, parce que après le statutarisé, maintenant le transparentiarisé. Alors, Berkem est par contre parmi les derniers de classe, selon Transparentia. Oui, ils ne nous aiment pas beaucoup. Alors, il vous pose une question apparemment depuis 5 mois. C'est le coût supplémentaire pour la commune, des nombreux voyages en Afrique, les rapports de ces missions et le nom des accompagnants qui ne sont pas rendus publics. Alors, est-ce que vous allez rendre tout cela public? Sans aucun problème. Donc, 2 choses. On est un petit peu en retard dans l'accessibilité des documents, mais ils sont là. Parce que tout fait partie aussi de rapports qui sont présentés au conseil communal. Donc, on n'est pas sans contrôle. Alors, en ce qui concerne l'Afrique, je ne vais pas 3 fois par an en Afrique. J'y vais en moyenne 1 fois par an pour quelques jours dans le cadre d'un programme de coopération internationale et intercommunale que nous avons avec la commune de Grand Dakar, qui est chapeauté non seulement par Brulocalis,
qui est l'association des villes et des communes bruxelloises, mais qui est chapeautée aussi par le ministère de coopération au développement. Donc c'est un boulot de fond qui a été fait, où ça nous a permis de travailler avec l'administration locale, de les former, mais aussi d'avoir pas mal de projets connexes qui nous permettent d'aider des familles à se lancer dans des activités économiques. Plus de 1000 familles ont été soutenues de cette manière-là à Grand Dakar, donc je pense que c'est assez prometteur. On a d'ailleurs été invité au symposium de l'ONU pour exposer notre façon de travailler, mais je concède volontiers que ça n'est pas facile d'accès, même si ces documents sont disponibles. Et donc ce sera mis sur le site internet prochainement. Aucun problème, je peux m'y engager. Parfait. Eh bien maintenant, on va parler d'autre chose, on va parler de vélos. Grand boom des vélos, notamment les vélos électriques, mais pas que les vélos électriques, avec une conséquence quand même importante à Bruxelles et évidente. S'il y a davantage de vélos, il faut davantage d'infrastructures pour davantage de vélos. Et ça, c'est pas toujours le cas. Reportage Philippe Jacquemotte et Béatrice Broutou. Voici un nouvel aménagement pour vélos flambant neuf. Les cyclistes saluent cette nouvelle piste cyclable, mais voilà, avec 1,40 m de large, elle est déjà trop petite face aux besoins d'espace qui augmentent. C'est un peu compliqué pour les cyclistes qui ne peuvent pas en dépasser un autre, donc en tout cas légalement, il est impossible pour un cycliste d'en dépasser un autre sur cette piste cyclable. Surtout qu'il y a une bordure en plus. Surtout qu'il y a une bordure, donc le cycliste est dans l'incapacité de dépasser en passant par la route. Donc la plupart des gens dépassent via le trottoir. Des dépassements de plus en plus fréquents vu le nombre grandissant de vélos. On en vend 12% de plus chaque année, 485 000 en 2017. Et parmi eux, la moitié en électrique, des vélos beaucoup plus rapides. Parfois, il y en a quelques-uns qui vont très rapidement et dont il faut se méfier un peu. Souvent des personnes qui ont l'air de prendre un vélo pour la première fois de leur vie, donc c'est encore doublement plus à faire attention, disons. Le problème, c'est plus avec les cyclistes, qui sont parfois un peu agressifs avec les autres cyclistes aussi. Justement, les cyclistes entre eux, ça devient comme les automobilistes entre eux ? Oui, absolument. Une population à laquelle s'ajoutent les trottinettes, les monowheels, les vélos cargo. Les pistes cyclables sont de plus en plus sollicitées et rarement adaptées. C'est l'arrivée de toute une nouvelle catégorie de population, je dirais, sur les pistes cyclables. Et donc il faut absolument que les pouvoirs publics anticipent l'arrivée de ces nouveaux engins en créant des aménagements d'une largeur adéquate. Et puis il y a aussi ces trottoirs en pavé qui envoient les piétons et les poussettes vers les pistes cyclables plus confortables. Ça peut être un peu dangereux des fois, ouais, effectivement. Surtout dans des fois des virages, ouais, ça c'est dangereux. Et qui dit plus de circulation dit aussi plus d'accidents. Il y en a eu 70 entre cyclistes en 2017 à Bruxelles. Salma Awash. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la cohabitation cycliste-voiture qui n'a jamais été vraiment une grande histoire d'amour. Et surtout à Bruxelles où c'est pas encore assez aménagé. Donc là, on a des pistes cyclables. Il y a quand même beaucoup d'endroits où quand on croise un chemin ou qu'empruntent des voitures, il faut être très très croyant. Il faut croire en une énergie supérieure à ce moment-là pour pouvoir le faire. On a de nombreux accidents donc de cyclistes avec des automobilistes et ils sont beaucoup moins protégés. Donc c'est beaucoup plus grave. Mais je trouve ça néanmoins très très positif en termes de signal pour la mobilité. Mais de nouveau, on a l'impression que c'est l'utilisateur qui a un temps d'avance sur le politique et l'institutionnel, quoi. C'est-à-dire qu'on a adopté le vélo, puis oh tiens, il faut qu'on adapte les pistes cyclables. Et c'est un peu pareil pour la voiture. On avait plein de voitures et on n'a pas les routes. Donc, bon, je veux juste souligner quand même un point d'interrogation qu'on a pour les vélos électriques. C'est la chose, les pliables, la plus facile à voler, visiblement. J'ai des amis qui en sont à leur 3e, puisqu'on n'a pas d'endroit sécurisé où les ranger. Et moi, qui ai toujours été, je peux faire mon coming out sur ce plateau, une farouche opposante au vélo quand j'étais en voiture, je suis en train de moi-même de me mettre justement aux deux roues et je trouve ça particulièrement difficile. Alors qu'on a envie, parce que quand on est tout seul dans sa voiture c'est stressant, hein, le vélo a quelque chose de très participatif, éco-citoyen, c'est aérien, c'est bon pour la santé, etc. Mais on risque sa santé, enfin voilà, à chaque fois. Donc on a eu droit au coming out. Voilà. Je vais passer au vélo. Alors Olivier Deleuze, est-ce que on va trop lentement en matière d'infrastructure vélo ? Oui, on va trop lentement, mais c'est une bonne nouvelle, hein, ce reportage, hein, c'est magnifique. Hein. Tout d'un coup, il y a une explosion de vélos à Bruxelles, ça veut dire qu'éventuellement, il y a des voitures en moins. Mais effectivement, et puis ça devient tendance, hein, de rouler à vélo, ça devient tendance. Je crois qu'effectivement, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est la sécurité. Donc il faut vraiment faire attention à une tonne d'acier et de plastique qui vous côtoie à 10-15 cm. Et le deuxième, c'est le vol. Hein, parce qu'aller avec son vélo électrique en ville, c'est pas sympa, quoi. Et donc là, on en parle de temps en temps entre bourgmestres comment on va faire, mais le vol de vélo, c'est une catastrophe, en fait. C'est une catastrophe. Par rapport au vol de vélo, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accélérateur sur les parkings à vélo.
des parkings gardés à un certain moment, comme il y en a en Hollande. Vous en aviez des milliers de vélos qu'on peut parquer dans un parking, parce que là, ça devient une opportunité vraiment. Il y a les vélobox dans les quartiers. Maintenant, Parking Bruxelles reprend cette compétence-là, et dans certains quartiers où on n'a pas de garage, eh bien, je pense que les vélobox sont une solution. Et puis, il y a aussi repenser la ville, mais penser la ville de demain. Il est temps qu'on pense cette ville comme elle devra être, et pas en gardant encore toutes les séquelles de tout ce qu'on a fait depuis le premier salon de l'auto, avec les encombrements que ça représente. Les vélobox, c'est bien. Et évidemment, dans nos communes, il y a des vélobox. Mais le problème, c'est quand je vais au cinéma en ville et que je vais... Oui, c'est ça. Et alors, je suis vu. Alors, je suis foutu. Il faut des parkings à vélo. Et devant l'école aussi. Hein. Mon nom se fait voler des vélos devant l'école. Beaucoup de parkings à vélo, je crois. Oui. C'est ça. Alors, Gabriel Lefebvre voulait ajouter son grain de sel. Oui, mais parce que j'ai eu l'occasion d'assister à la présentation du plan régional de développement durable, le PRDD, qui va devenir votre Bible, messieurs, pour le développement. Et là-dedans, un chapitre extrêmement important est consacré à la mobilité douce, bien entendu, puisqu'elle est durable, et à la complémentarité entre les différents moyens de transport, qui doit être pensé de manière régionale, mais bien entendu, je suppose que ça se fera en concertation avec les autorités locales. Alors vous, Yvan Vandenberg? Moi, je suis un cycliste quotidien. Je me réjouis, comme Olivier Deleuze, de voir que le vélo est tendance. Bon, donc ça veut dire statut. Donc avant, il fallait une BMW. Maintenant, un vélo électrique, c'est déjà bien aussi pour montrer que c'est quelque chose de neuf. Cher, hein. Et dont je me réjouis. C'est moins cher. C'est moins cher, heureusement. Bien. La deuxième chose, je voulais dire... Ça dépend combien de fois on se le fait voler. Oui. Les infrastructures ne suivent pas, et même celles qui viennent d'être faites sont déjà trop étroites avant même que le succès ne continue. Donc il y a là un vrai problème. Et la troisième chose, par rapport au stationnement des vélos en centre-ville, dans quelques mois, à De Brouckère et à la Bourse, il va y avoir des parkings gardés pour vélos de plus de 500 places qui vont être ouverts dans peu de temps. Il suffisait qu'on le demande. Voilà. On pourra aller au cinéma. Vous pourrez aller au cinéma facilement, Olivier Deleuze, maintenant. Salma, je voulais ajouter c'était aussi. Justement par rapport au stationnement pour les écoles aussi, c'est problématique. Mais j'ai déjà Je voulais juste confirmer que la piste cyclable de l'avenue Roosevelt, pour laquelle elle a été en chantier pendant de longs mois, ne permet pas qu'on dépasse. Oui, donc ça c'est dommage d'avoir fait tant de travaux. Il faudrait davantage de savoir-faire au niveau de la région. Moi, j'ai été confronté à ça dans ma commune avec la réfection de la chaussée de Gand. J'ai vu autour de la table différents services, mais un manque de coordination, et au niveau des vélos, je suis désolé, un certain nombre de choix techniques qui ont été faits qui ne nous semblaient pas opportuns. Donc il y a vraiment un problème de connaissance de la problématique vélo qu'on doit renforcer au niveau de la région. Olivier Deleuze, vous fronciez les sourcils. Alors, le problème, évidemment, c'est que vous prenez votre vélo, vous êtes sur la piste cyclable, vous dépassez ou pas. Si vous ne dépassez pas, vous attendez un peu. Et puis, vous arrivez à un carrefour, et c'est souvent... Enfin, ça arrive que ce soit drôlement dangereux au carrefour. Et donc, je propose ceci, qu'on va dire aux autorités régionales, c'est que dans les carrefours, quand on arrive, eh bien, de temps en temps, c'est vert que pour les vélos. Comme ça, on peut passer et les trams attendent et les bagnoles attendent. Mais oui, c'est parce que c'est difficile avec les voitures qui tournent et tout ça. C'est aux endroits des carrefours que c'est le plus dangereux pour les cyclistes. Il faudra aussi une part d'éducation, je pense, à ceux qui décident de prendre le vélo, parce que c'est pas évident de prendre un vélo. C'est pas un cuistac sur la digue à Blankenberg. C'est ce qu'on voyait dans le reportage. Voilà. On voyait aussi cette problématique de cyclistes entre eux. Ils sont un peu comme les automobilistes entre eux. Mais là, il y a des ASBL comme le GRAC qui pourraient être sollicités par les pouvoirs publics pour former des nouveaux cyclistes. Exactement, parce que ce que je voulais dire, c'est que mes enfants à l'école ont eu une formation pro-vélo, c'est-à-dire qu'ils ont un permis par pro-vélo qui leur a permis d'apprendre à circuler en ville, parce que c'est vrai qu'on assiste à énormément d'incivilité, mais parce qu'il n'y a pas de code de la route, on devrait avoir au moins peut-être un permis, ou enfin, je sais pas, quelque chose qui nous donne accès à si on est dangereux pour les autres aussi. Un permis vélo Non, mais je dirais que quand les mâles agressifs rouleront à vélo, ça veut dire que le vélo se sera largement popularisé. Eh bien, ce n'est fini pour les mâles agressifs. Maintenant, on va parler d'un autre mâle agressif. C'était les midterms aux États-Unis pendant la semaine. Alors, gros succès, selon Donald Trump. Victoire pour les opposants démocrates à la Chambre des représentants et chez les gouverneurs. En bref, on est parti pour une cohabitation à l'américaine. L'analyse de la politologue Émilie Van Haute, c'était mercredi soir dans notre magazine M.
il faut relativiser, ça fait 50 ans à peu près que, depuis le début des années 70, qu'il y a comme ça des majorités différentes entre présidence et congrès, parfois présidence et les deux chambres au congrès, ou l'une des deux, donc c'est pas nouveau. Ça ne va pas paralyser le pays, mais on est quand même dans une situation exceptionnelle de polarisation, donc la manière dont cette dualité va se jouer risque d'être un petit peu différente. Ce qu'il n'a pas pu faire pendant qu'il avait la majorité au congrès, pendant 2 ans, par exemple de supprimer, abolir l'Obamacare, qu'ils avaient dit c'était le point premier des républicains à l'élection de Trump. Donc l'Obamacare, c'est une politique de santé pour les plus démunis. Qu'ils n'ont pas parvenu à abolir durant les 2 années où ils avaient la majorité. Il est peu probable qu'ils y arrivent dans les 2 années à venir. Et puis il y a la question de la construction du mur à la frontière mexicaine, qu'ils n'ont pas non plus débuté, dont ils n'ont pas débuté la mise sur pied. Et il est là aussi peu probable que ça se fasse. C'était assez peu réaliste, et donc l'idée aussi, c'est assez facilement de pouvoir remettre le blâme sur la non-réalisation sur les démocrates. Alors, Gabriel Lefebvre, Donald Trump a l'air parti pour bien terminer sa présidence jusqu'en 2020, en tout cas. Semble-t-il, je suis d'accord avec cette cohabitation. Ben oui, je suis d'accord avec cette analyse, évidemment. Pas besoin d'être contre, de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'émergence de nouveaux parlementaires qui sont arrivés. Ils sont des minorités, représentant des minorités. Ce sont plus de femmes. Ce sont des personnes représentant les homosexuels, etc. Ils conquièrent des places intéressantes aussi bien au Sénat qu'à la Chambre, d'ailleurs. Donc il y a une nouvelle génération qui arrive par rapport à Trump, qui fait quand même un peu office d'un dinosaure du populisme de droite. Là, il arrive de nouvelles personnes qui vont peut-être propager une pensée politique qui va peut-être se répercuter un peu plus dans la population. C'est en tout cas ce qu'on peut espérer, ce qui veut dire qu'ils ont 2 ans maintenant pour travailler cette population et peut-être faire évoluer la réflexion politique, notamment parmi les populations les plus défavorisées qui votent Trump par peur. Et tous ceux qui ne votent pas, surtout aux États-Unis, c'est surtout ça le problème. Yvan, moi j'aime bien les midterms parce que je trouve ça très démocratique. C'est pas un chèque en blanc pour 5 ans. Les gens peuvent se prononcer au midterm. J'ajoute à ça évidemment que ça veut dire que c'est dans les 2 premières années qu'il faut tout faire, parce qu'après ça on ne sait plus trop. Mais donc en soi c'est quand même très démocratique. Olivier Deleuze trouvait ça aussi démocratique, ce système de mi-mandat. Je trouve que les institutions américaines sont bien faites, en fait. Parce que, évidemment, un personnage comme celui-là, il y en a partout dans le monde entier, y compris en Belgique. Si vous le mettez à la tête d'un État sans contre-pouvoir, vous pouvez aller très très loin dans la catastrophe. Très très loin. Donc les institutions sont quand même là. Moi, ce qui me frappe, et quelle différence avec l'Europe, c'est la manière dont cette personne s'adresse à la presse. Quoi. Vous avez vu, il y a 2-3 jours, il engueule la presse, il dit que vous êtes une bande de pourris, etc. Mais c'est invraisemblable. Donc c'est vraiment une pulsion non démocratique de l'homme le plus fort au monde, quoi. Et heureusement qu'il y a ces institutions qui l'empêchent de faire des catastrophes absolues, quoi. Il en fait. Mais... On voit un peu dans le monde que les hommes politiques populistes se donnent le mot pour attaquer très fort la presse. C'est un de leurs points communs. Joël Riguet. Je trouve qu'il y a une grande responsabilité qui va reposer sur les épaules démocrates. Ils ont fait émerger en leur rang des gens d'origines différentes, de sensibilités différentes, mais ils doivent aussi pouvoir prendre en compte cette middle class américaine blanche qui ne sait plus très bien où elle est et sur laquelle Trump essaye de focaliser toute sa politique, ou en tout cas tout son argumentaire, pour leur faire peur, justement. Et donc, il y aura tout un travail de vivre ensemble, sinon on connaît ça quand même chez nous aussi, qui doit se faire de la part des démocrates pour qu'ils ne déçoivent pas non plus cette middle class américaine qui craint pour son avenir, qui a peur un peu comme tout le monde, je dirais, des problèmes climatiques, des problèmes d'emploi. Trump donne des réponses à une partie de la population. Les démocrates, s'ils veulent reconquérir le pouvoir aux prochaines élections présidentielles, vont devoir donner une réponse un peu plus large à l'ensemble de la population. Salma Awash. J'espère que les démocrates ont retenu la leçon, en fait, aussi. Parce qu'on aime beaucoup en Europe diaboliser Donald Trump. Il a répondu à quelque chose, qu'on l'aime ou qu'on le veuille ou non. Et il a appliqué
le vrai discours du nous. Alors, c'est populiste, on est d'accord, mais il a parlé à des gens en disant nous, des gens qui ont besoin d'une identification. Là où les démocrates se sont, à mon sens, plantés, puisqu'ils étaient vachement loin quand même de la population, de ses préoccupations, avec un discours qui est quand même très institutionnel, très dépassé. Et j'espère que là, au moins, dans la façon dont ils ont communiqué, ils ont retenu les leçons et qu'ils feront mieux. Parce que c'est un peu aussi, quelque part, de leur faute. Si moi, je propose qu'on crée une ASBL Transparency aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'ils retiennent les leçons. Non, c'est aussi parce qu'ils ont été défaillants. Autrement, voilà. Oui, je voudrais simplement faire deux remarques. Et une s'inscrit dans le droit fil de ce qu'a dit mon honorable voisine. La première, c'est, pour élargir un peu et ne pas rester uniquement sur les midterms américains, c'est de souligner le rôle joué par les églises évangélistes dans l'émergence du populisme mondial. Ils sont dans l'entourage immédiat de Trump, ils sont dans l'entourage immédiat de Bolsonaro. D'autres extrémistes religieux sont dans l'entourage immédiat du Hongrois, là, dont le nom m'échappe. Voilà. Et un peu partout, donc, on voit cette émergence des religions politisées qui constitue, selon moi, un véritable danger pour la démocratie et en tout cas un ferment très fertile pour l'émergence du populisme par une dogmatisation de la pensée qui entraîne les masses dans ce que moi je considère comme l'erreur. La deuxième chose, et ça Afida l'a bien souligné, Salma, pardon. C'est pas grave. Je savais que j'allais me planter sur le prénom. Il y avait 2 A, on était C'est pour ça que j'avais dit ma voisine d'abord, pour être sûr de ne pas me planter. C'est qu'il faut peut-être se poser la question de savoir si notre modèle démocratique parlementaire basé sur les partis n'arrive pas un peu à bout de souffle et s'il ne faudrait pas réfléchir au sein de la classe politique à des alternatives. Alors, je vais aller vers vous maintenant. Olivier Deleu, je suppose que le discours sur les évangéliques et leur poids, notamment aux États-Unis et au Brésil aussi, où on voit un candidat qui vient de nulle part et qui tout d'un coup se retrouve avec énormément de voix grâce aux évangéliques brésiliens. Ça vous touche, ça vous parle? Oui, ça bien entendu, mais c'est une véritable horreur. Ça veut dire aussi la démocratie n'est jamais acquise. Donc, sur les 193 pays membres de l'ONU, il y en a combien où il y a vraiment une liberté de la presse et de réunion et de pensée? Il y en a peut-être 30, il n'y en a pas plus que ça. Et c'est pas une pente naturelle de l'être humain, la démocratie. Et donc, faisons très très attention, c'est jamais acquis des affaires, des choses pareilles. Et donc, les gens qui chez nous prennent le risque de dire toutes ces institutions, etc. Attention, parce que regardons par exemple, maintenant que les élections sont passées, on peut en parler, le Parti populaire, quoi. La démagogie a du 180, heureusement, ils se sont plantés. Mais il faut faire attention à des gens comme ça, parce qu'ils sont des démagogues, et la démocratie, c'est pas la pente naturelle de l'être humain. Et on est entre 10 et 15% d'électeurs qui ne sont pas allés voter au communal, alors qu'on est quand même très proche du pouvoir et qu'il y a une capacité de contrôle et de rencontre. Et un parti comme le PTB, par exemple, Joël Riguel, est-ce que c'est un parti qui est lui aussi démagogique, populiste, ou est-ce que c'est juste un parti comme les autres? Je pense qu'il a un peu d'un parti comme les autres et il va très loin dans ses propositions qui ne sont pas toujours réalisables. Donc moi, je n'ai pas étudié son programme, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais ça va très loin. Il n'était pas à Berkem, il n'était pas à Boisfort non plus. Ils ont choisi de ne pas se présenter chez vous. Ils ont eu peur des bourgmestres sortants. On est trop sympa. Absolument, on est trop marxistes, nous deux. Alors, plus qu'une fois dormir, et c'est le 11 novembre, avec son cortège de commémoration, de souvenirs. L'historienne Chantal Questelot était venue parler dans M de 14-18 en région bruxelloise, avec des spécialistes uclois et boisfortois de ce qui s'est passé dans leur commune. Et je vous propose d'écouter quelques remarques de Chantal Questelot. Il y a même des émeutes de la faim à Molenbeek en 1917. Oui, absolument. Donc à Molenbeek, à un moment donné, les femmes descendent dans la rue. Et on sait, là, dans l'histoire, quand les femmes descendent dans la rue, c'est toujours un signe vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Ces femmes descendent parce qu'elles réclament à manger, parce que les conditions matérielles ne cessent de se dégrader. Les réquisitions pèsent de plus en plus lourd. Et donc, véritablement, on s'achemine. L'année 1918 va être l'année la plus terrible. Et ce qui va encore aggraver, en quelque sorte, le problème, c'est qu'à partir de l'automne, à partir de la dernière, ce qui va devenir la dernière offensive, on voit affluer à Bruxelles des milliers de réfugiés. Il y a grosso modo 100 000 réfugiés à Bruxelles en novembre 1918. Donc 100 000 bouches à nourrir de plus. Alors voilà, il y a aussi une période où il y a eu beaucoup de réfugiés qui sont arrivés à Bruxelles. C'était au moment de la guerre 14-18. Yvan Vandenberg.
Mais 14-18, bon, on s'entend, on en parle beaucoup. Moi, ce qui m'a frappé très très fort, c'est que pour le moment, à Bruxelles, on a 2 expositions, une autour de Klimt et une autre autour de Berlin 1912-1932. Et là, c'est le regard des artistes sur la grande boucherie, mais aussi sur l'explosion des pays en petits morceaux, l'Empire austro-hongrois. Et aussi, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'humiliation qu'ont subi les perdants de la part des vainqueurs. Et qui sont déjà le début de ce qui va se passer quelques années plus tard. Et je pense que c'est ce qu'on a aussi pu voir, par exemple, en Irak. Bien sûr, gagner la guerre, c'est facile, mais après, gagner la paix, c'est autre chose. Et je pense que le regard des artistes sur cette période est un regard intéressant et un peu décalé par rapport aux commémorations. Et c'est souvent un élément qu'on oublie dans ces commémorations. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font dans vos 2 communes, justement. Je ne vous ai pas invité spécialement pour ça, mais il se fait que il y a des choses qui se font. Commencer peut-être par Berchem. Il y a une expo, il y a une BD aussi, dont vous vouliez nous parler. Oui, voilà. Tout à fait. Donc c'est le service prévention en fait c'est dans le cadre de notre travail de prévention, c'est notre 2e expo, on en a fait une en 2014 et une en 2018 où on recadre un petit peu dans un lieu assez confiné d'ailleurs, c'est l'ancienne église de Berchem-Saint-Agathe qui est devenue un centre culturel où un artiste, David Peters en l'occurrence, qui a réalisé cette BD, a été chargé de monter une expo et de faire de la pédagogie par rapport au conflit, par rapport à l'origine du conflit, par rapport au conflit lui-même et par rapport aux conséquences du conflit. Et il y a plus de 80 classes, c'est rempli du matin jusqu'au soir, qui viennent visiter ça avec des enseignants. Preuve qu'il y a un besoin de pédagogie par rapport à ça et que les outils aujourd'hui qui sont mis à disposition et des enseignants et du citoyen ne sont peut-être pas adaptés. Je suis étonné de voir qu'il y a peu de choses qui sont faites dans nos musées nationaux, par exemple. Allez, on en est à la commémoration du centenaire d'un conflit qui a été, comme vous le disiez tout à l'heure, une boucherie. Que font nos institutions pour perpétuer cette réflexion? Parce que il y a une grande expo quand même au musée des armées, oui, mais Heritage. C'est pas uniquement au centenaire qu'il faut le faire, c'est avant et puis c'est après, parce que c'est faire comprendre aux gens que c'est dans une continuité, c'est 1870, c'est 1914, c'est 1940, le pourquoi et le comment des choses pour éviter de retomber dedans. C'est ça la pédagogie qu'on doit mettre en place. Olivier Deleu, chez vous aussi, une grosse exposition à Boitsfort. On a été un peu rechercher des éléments sur ce qui s'est passé à Boitsfort, véritablement. Oui, c'est vrai, parce qu'il s'est passé des choses à Boitsfort comme à Berchem et dans d'autres communes. Donc à partir d'aujourd'hui, samedi, il y a une exposition, effectivement. D'une part, on voit des photos des 80 000 soldats allemands qui sont passés boulevard du Souverain pendant 4 jours. Et puis après, il y avait dans les écoles, les enseignants étaient chargés de dire quels enfants étaient en malnutrition. Et donc il y avait une distribution de soupe dans les écoles pour les enfants pauvres. Et puis après, il y avait des ambulances et des centres de soins, notamment à la maison haute, tout près de la maison communale, pour les gens qui sont blessés. Et puis après, quand la guerre était finie, il y avait les 100 000 réfugiés, dont certains ont été accueillis, encore des hébergeurs, à Boitsfort et dans les autres communes. Donc on a essayé de voir, tiens, au sol, comment ça se passe avec une appli, puisque voilà, appli, tout est appli, une appli... très moderne, Olivier, enfin les autres, et donc que vous pouvez télécharger gratuitement, et vous voyez ce qui s'est passé où à Boitsfort. Une petite chose encore, effectivement, 14-18, ça s'est terminé par une humiliation et donc une guerre à nouveau, tandis qu'aujourd'hui, grâce à l'Europe, eh bien, les Allemands et les Français, ils ont la même monnaie, en fait. Donc, comme quoi, on peut devenir plus malin avec le temps. Oui, au fur et à mesure des guerres. Exactement, ben oui. Malheureusement, oui. Alors, Joël Riguel, vous aussi, l'expo continue, ne s'arrête pas tout à fait, jusqu'au 14, novembre, parce qu'elle est déjà occupée depuis un bon moment. Gabriel Lefebvre, vous vouliez aussi parler de cette guerre 14-18, ou ce qu'il en reste? Que je trouve, ce qu'il en reste, mais je trouve qu'il y a énormément d'informations extrêmement bien faites par le biais des télévisions, aussi bien belges que françaises, bien entendu. Donc là, il y a une vulgarisation extraordinairement bien faite, et alors, dans une toute récente émission que j'ai regardée sur une chaîne française, j'ai découvert, je ne savais pas du tout, que le Parlement français avait constitué une commission d'enquête sur les généraux, sur la conduite de la guerre 14-18, parce que la boucherie était telle, parce qu'il n'y avait plus de succès militaire, enfin il n'y avait pas de succès militaire, et que ça s'éternisait, et que le peuple grondait de plus en plus. Ils ont constitué une commission d'enquête, ils ont quelque part pris le pouvoir sur les généraux, et ces généraux, on le sait, c'était des vieilles badernes qui ne connaissaient rien à l'art de la guerre, ni à l'art de la guerre moderne, apporté par les Allemands, et qui ont créé la boucherie. C'est eux qui ont créé la boucherie.
boucherie, et le Parlement a quelque part pris le contrôle. Je trouve qu'en cette période où on parle de plus en plus d'armée européenne et de je sais pas moi, de techniques militaires, etc., avec derrière nous l'OTAN, c'est un exemple historique intéressant. Yves Kenyel. Un petit bémol quand même, puisque le président Macron a décidé d'honorer les 8 maréchaux, soi-disant vainqueurs de la guerre de 14, parmi lesquels un certain Pétain. Mais qui n'était plus maréchal, de toute façon. Non, mais c'est un peu tard. Par contre, il y aurait Maurice Genevoix au Panthéon, peut-être. Et là, Maurice Genevoix comme représentant des poilus. Ça, ce serait quelque chose d'extraordinaire, symbolique. Voilà, on en parle. Il se fait qu'autour du 11 novembre, c'est quand même un sujet dont on parle, Joël Rigel. Oui, autour du 11 novembre. Et je trouve que l'histoire des conflits est une histoire humaine quand même extraordinaire, parce qu'il y a le conflit, il y a, comme je le disais, le pourquoi et le comment. Il y a assez curieusement les progrès qui ont été engendrés par les conflits, parce que 1914, c'est des progrès techniques malgré tout, c'est des progrès en termes de chirurgie esthétique, c'est des progrès en matière de droit. Il y a eu des mouvements sociaux qui ont suivi, il y a eu les années folles qui ont suivi, donc c'est assez bizarre quand même le rapport de l'homme par rapport au conflit. Ça me sidère toujours. Alors, Yves Kenyel, vous portez un poppy, comme Joël Rigel d'ailleurs. Oui. Un poppy, c'est quoi? Vous pouvez nous expliquer? C'est le symbole de l'hommage rendu aux soldats tombés à la Première Guerre mondiale, notamment dans les tranchées de l'Isère. Ça vient de Grande-Bretagne. C'est un coquelicot. C'est un coquelicot, oui, tout à fait. Voilà. Les Français ont fait un bleuet maintenant. Voilà, les Français ont fait un bleuet. Maintenant, je trouve que ça devrait être perpétué, distribué. Nous en distribuerons le dimanche. Voilà, mais donc Olivier Deleuze, si vous voulez un petit coquelicot, il faut aller jusque Berkem-Saint-Agathe dimanche. Salma, qui sort. Ça pique. Il n'est pas très solide, je suis désolé. Il l'a cassé avant de me le faire. Je t'en enverrai un autre. Juste un petit mot par rapport justement au travail qui est fait dans les écoles. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, c'était un peu sommaire, c'est-à-dire qu'on avait des films et puis on sortait de là en pleurant, un peu traumatisé. Et donc c'était le cours d'histoire qui n'était pas vraiment... Et paradoxalement, on sait que dans les médias, ce qui marche le mieux, ce sont les documentaires historiques. Et je me suis toujours interrogée sur pourquoi le cours d'histoire était aussi barbant à l'école et pourquoi finalement les documentaires historiques sont ceux qui fonctionnent encore le plus, avec toutes les conséquences et toutes les choses, tout ce que ça a engendré. Et donc je trouve, de ce que je vois en tout cas par la scolarisation de mes enfants et des amis de mes amis, il y a un travail pédagogique qui est tout à fait différent, avec une approche beaucoup plus active, c'est-à-dire qu'on a des vétérans ou des gens qui ont connu des vétérans qui viennent dans les écoles, et les enfants se sentent beaucoup plus concernés. Bon, il n'y a plus tellement de vétérans aujourd'hui, mais en tout cas pour 45, c'était le cas. 14-18, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais en tout cas, pour la toile, voilà, il y en a eu pour les autres conflits. Et en fait, on dit toujours qu'on a un devoir de mémoire, mais en fait, on a un devoir de transmission également. Et cette approche pédagogique plus active, je voudrais la saluer pour une fois qu'on parle. Très bien. Notre devoir de transmission maintenant, ce sont les coups de cœur. Bien. Et on commence avec vous, Gabriel. Vous vouliez nous parler, c'est un lien extraordinaire avec notre sujet précédent, des jouets en 14-18. Oui, parce que ce qui est extraordinaire, nous entrons dans une période où tous les parents vont acheter des jouets, les parents et grands-parents vont acheter des jouets pour les enfants, et bien qu'ils pensent que les jouets sont porteurs d'une idéologie, et dans le cadre de 14-18, il fallait que la population adhère, si j'ose dire, à l'effort. Cet héroïque effort de guerre qui était si meurtrier, il fallait qu'ils adhèrent. Et donc, il y a eu une production absolument incroyable de jouets de toutes les sortes qui amenait les petits garçons, notamment, à apprécier les innovations technologiques, d'ailleurs, en matière d'armement et tout ça, mais surtout à devenir de bons petits patriotes, tandis que les petites filles, elles devenaient des infirmières ou des choses de ce genre-là, etc. Et donc, c'est extrêmement intéressant de voir à quel point ce sont aussi des outils de propagande qui reflètent vraiment le drame vécu par ces familles. Elles devaient être patriotes tout en pleurant leur mort. Et c'est donc un Bruxellois, Paul-Hermant, qui a écrit ça, qui est un collectionneur hors pair, et qui, il y a à Wavre une exposition sur les objets de collection, parce qu'il est collectionneur de ces jouets qui sont authentiques. Il y avait d'ailleurs toute une série, c'était d'ailleurs une industrie très performante en Belgique, c'était l'industrie de fabrication des jouets. Et
Et lui, Paul Herman, est vraiment un peu le dépositaire de toute cette mémoire-là, de cette industrie-là. Voilà une idée peut-être d'exposition à faire venir dans une de vos communes. Alors vous allez nous parler d'un bus, vous, Yvan. Oui, moi je vais vous parler. Mon coup de cœur, c'est un bus. Mais faites attention parce qu'il est silencieux, donc on ne l'entend pas venir. Il ne pollue pas, ça c'est en tout cas un avantage. Et il s'appelle le bus 33. Et le bus 33, il vous amène de l'avenue Louise jusqu'à Dansart en passant par le piétonnier. Et c'est quand même quelque chose de nouveau parce qu'il est électrique. Pour le moment, il ne fonctionne pas encore très bien. Enfin, si, il fonctionne très bien, mais pas encore beaucoup de monde dedans. Ben, tant mieux, hein. Oui, mais je pense qu'il y a deux problèmes quand même avec ce bus qui est si magnifique, c'est qu'il y en a toutes les 20 minutes. Alors là, toutes les 20 minutes, quand on le rate, on y est presque à pied sur ce temps-là. Donc là, il y a un problème, il en faut au moins toutes les 12 minutes. Et deuxième chose, ce serait bien qu'il s'arrête à la demande sur un trajet ainsi. Ça se fait à Lille, ça se fait à Toulouse. Pourquoi c'est pas possible à Bruxelles? Mais donc voilà, mon coup de cœur, c'est le bus 33. Mais il peut s'améliorer. Oui. Salma Awash, zéro déchet. Toujours ça, dans l'écologie, oui. Mais donc c'est la thématique de l'année zéro déchet. Et donc, sur une initiative de Bruxelles Environnement, donc il y a ce salon la semaine prochaine à Tour et Taxi. Alors, de l'idée que on peut avoir une idée d'aller dans le zéro déchet, c'est tout de suite très très compliqué quand on voit ce qu'on sort comme déchets chaque année, enfin chaque jour même, chaque famille. Il y a des chiffres qui sont assez frappants sur la question. Ce que je voudrais signaler, c'est que en fait, ce sont des thématiques qui sont incluantes, c'est-à-dire qu'il suffit de prendre une action à la fois. Il ne faut pas en faire toutes, parce que c'est vrai qu'on se dit zéro déchet, demain c'est impossible, mais si on commence par une action, on met le pied dans une possibilité et ensuite on va ouvrir tout un champ de possibles par rapport à vraiment réduire son impact et surtout, c'est pour soi aussi, hein, parce que potentiellement un zéro gaspillage, un zéro déchet, ça coûte moins d'argent. Donc, moins de déchets. Elle fait du vélo, elle a changé. Yves Kengen, vous c'est la révolution. Moi, je ne la connaissais pas avant. Vous c'est la révolution. Oui, la révolution, c'est une expo qui se tient à l'ING Art Center, donc à la Place Royale, que j'ai eu la chance de voir à Londres au V&A Museum et qui est maintenant déployée ici à Bruxelles. Je conseille vraiment d'aller la voir. C'est un document extraordinaire sur ce qui fut une véritable révolution culturelle, pas au sens de Mao Tse-tung évidemment, et que ceux de ma génération ont évidemment vécu activement, qu'il sera d'ailleurs très agréable de redécouvrir et surtout de faire redécouvrir à leurs enfants. C'est tout ce qui s'est passé à la fin des années 60, la révolution des mœurs, la conquête des libertés individuelles et collectives d'ailleurs, la révolution de la pop musique. Enfin, c'est tout à fait explosif et très très instructif et vraiment c'est un très très bon moment à passer. C'est un très bon moment, d'autant plus qu'on a un casque et qu'on entend de la musique pendant qu'on se balade, donc c'est vraiment très très agréable. Oui. Et Gabriel Lefebvre, vous aviez aussi une idée vous en matière de révolution? Oui, je pensais faire à peu près la même chose, mais alors je m'étais dit je ferais peut-être un petit parcours en commençant par la Place Royale, là où il y a cette exposition. Entre parenthèses, Festival d'Amouji, j'y étais. Donc j'espère peut-être retrouver... Peut-être on va vous garder dans la salle d'expo. Hein, peut-être. Parce qu'il y a un grand chapitre sur Woodstock aussi. Et puis je me suis dit, puisque c'est à cette même époque il y avait le Dolomol, la rue des Éperonniers, qui vient de rouvrir, donc j'ai envie d'aller tester, voir si la bière est bonne quand même, et tout ça. Donc il y a moyen de faire un petit parcours. Il y a moyen de faire un petit parcours dans Bruxelles ce week-end. Alors messieurs, je ne sais pas si vous, en dehors de vos expos sur 14-18, il y a des choses à faire particulièrement ce dimanche à Boisfort ou à Berchem. À Boisfort, Olivier Deleuze? Comme mon coup de cœur, c'était l'Expo 14-18, je l'ai fait, j'en ai un deuxième. Oui. J'ai été voir une pièce de théâtre que je vous conseille absolument, et c'est à XL. Ça s'appelle Sonate d'automne au théâtre Le Boson. C'est absolument merveilleux. Donc si c'est jusqu'au 16 novembre, précipitez-vous, c'est merveilleux. Il y a une autre pièce de théâtre que vous devez aller voir, c'est celle dans laquelle joue Joël Riguel. Niveau 5, c'est à Etterbeek, au théâtre Saint-Michel, jusqu'au 16 novembre. C'est une comédie de boulevard bruxellois. Voilà, 100% belge. Ouais, et en fait avec tous les anciens de Sois belge et tais-toi. Voilà, exactement. C'est un peu cette équipe-là. C'est vraiment pour rire, tout en parlant de sujets qui nous ont préoccupés avec le niveau d'alerte. Mais c'est une circonstance qui permet d'en rire et de prendre un peu de distance aussi. Merci aux saxophonistes et à l'acteur d'être venus. Merci aux experts d'être venus. On se retrouve pas la semaine prochaine, c'est David Coury qui me remplacera la semaine prochaine, mais je serai là lundi pour l'interview avec David Wetzman. Au revoir.